Le sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé, la capitale du Cameroun, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ce sommet qui a été convoqué par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui devrait donc s'ouvrir officiellement dès ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. Et déjà depuis hier jeudi, l'arrivée des présidents de la sous-région Afrique centrale qui prendront part à cette autre rencontre. On n'a pas vu l'arrivée du président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang-Nguema Basogo, qui certainement ne prendra pas part à ces assises, mais sera certainement représenté par le gouvernement équato-guinéen. La question du financement de la CEMAC sera certainement posée sur la table des échanges du côté de Yaoundé. On en sait un peu plus des sujets qui seront abordés dans le cadre de cette autre rencontre de la CEMAC au cœur de la capitale camerounaise. On parlera des questions sécuritaires, la lutte contre Boko Haram, à la fois un véritable danger pour le Tchad, pays de la sous-région, le Cameroun également, et qui partagent donc les mêmes défis sécuritaires désormais, et appuyés par leurs confrères, notamment le Gabon et le Congo-Brazzaville, avec la présence du président tchadien Idriss Déby Itno du côté de Yaoundé, le président de Nice Sassou Nguesso également présent à Yaoundé, et d'ailleurs qui a accordé un entretien exclusif à la télévision nationale camerounaise pour revenir notamment sur ces enjeux de cette rencontre de la CEMAC à Yaoundé, convoqué par le chef de l'État camerounais et président en exercice de la CEMAC, le président Paul Biya. On parlera également sur les sujets monétaires, puisqu'il s'agit d'une rencontre économique et monétaire, notamment celle du franc CFA. Au moment où ce débat du franc CFA semble davantage diviser à la fois des experts tels que les économistes africains, ceux de la zone franc CFA, ces pays qui utilisent encore cette monnaie, mais également qui semblent davantage diviser les chefs d'État. On voit évidemment que ceux de la sous-région Afrique de l'Ouest aujourd'hui migrent vers une autre monnaie aujourd'hui appelée ECO. Mais plus on parle d'une politique monétaire, ECO sera-t-elle différente du franc CFA? Pourquoi l'Afrique centrale semble-t-elle vouloir maintenir davantage le franc CFA? Toutes ces problématiques seront posées sur la table des échanges avec les chefs d'État à l'occasion donc de ce sommet. Et puis vous le savez, la télévision Afrique Média, la télévision panafricaine, au cœur de la couverture médiatique de cette rencontre de Yaoundé dans le cadre de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Vous en aurez davantage, plus d'informations au courant de cette journée. On va tout de suite accueillir notre invité sur ce plateau qui échangera sur ce sujet unique posé sur la table de nos échanges et du débat ce matin pour ce qui est de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'ouvrira donc ce jour au cœur de la capitale camerounaise à Yaoundé. Vous le connaissez très bien, un habitué de nos plateaux sur la télévision panafricaine, M. André-Christelle Fanga, directeur de publication de la Dépêche de Midi. Bonjour. Bonjour, Victoire Dumala, merci de m'avoir invité. Je salue tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je salue l'Afrique et je salue les chefs d'État qui sont avec nous. Décidément aux mêmes couleurs ce matin, André-Christelle Fanga. Voilà. C'est Dieu qui décide. Hein. On parle donc de ce sommet extraordinaire des 6 chefs d'État membres, donc pays membres de la CEMAC. On a assisté à l'arrivée des 4 chefs d'État et de gouvernement hier à l'aéroport international de Simelane à Yaoundé. Et puis l'accueil très chaleureux du chef de l'État et de la première dame du Cameroun en offrant un dîner exceptionnel au Palais de l'Unité. Ce jour donc s'ouvriront les échanges. On en sait un peu plus sur les sujets qui seront abordés de ce côté-là. On parlera notamment de la monnaie, le débat autour du franc CFA au moment où ce débat devient de plus en plus houleux. Visiblement, du côté de l'Afrique de l'Ouest, les positions semblent un tout petit peu différentes que celles de leurs homologues de l'Afrique centrale, notamment avec désormais l'ECO qui rentrera en vigueur en 2020. Et puis les récentes déclarations du président Talon, le président béninois, qui demande le retour des avoirs africains et l'ouverture d'autres banques partenaires pour que les avoirs africains ne restent plus dans le trésor français. La question sécuritaire, notamment avec ce qui lie le Cameroun et le Tchad, le problème de Boko Haram sera également débattu. Et puis la grande question épineuse, celle du financement de la CEMAC,
qui pourrait également être sur la table des échanges des chefs d'État. Dès ce jour, du côté de Yaoundé, M. André Kissel-Fanga, lorsqu'on voit ce listing des sujets qui seront sur la table des échanges, on a bien envie de dire que les choses seront un peu plus sérieuses que d'habitude. Après 3 ans, pratiquement 3 ans, après le dernier sommet qui s'est tenu à N'Djamena, au Tchad. Je pense que vous avez fait le round-up de tout ce qui pourrait être échangé aujourd'hui, parce que c'est tout à l'heure 9h30, 10h. Exactement, oui. Le sommet va véritablement commencer, parce que le reste, c'était des civilités. Et ça, on peut féliciter le Cameroun pour son accueil chaleureux, parce que nous avons vu la mobilisation des Camerounais, la mobilisation de tous ceux qui veulent que la CEMAC soit véritablement un État intégré. Parce que quand vous avez vu tout au long des corridors, du trajet aéroport Simalène pour l'hôtel Hilton Yaoundé et ceux qui sont allés au palais le soir pour le dîner, donc vraiment l'accueil était véritablement chaleureux. Donc je pense que c'est cette chaleur-là que nous avons besoin pour construire notre sous-région, parce que notre sous-région aujourd'hui doit être la locomotive de la zone francophone. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les différents leaders qui sont dans la zone CEMAC, on a espoir que quelque chose de bon peut sortir. Parce que quand vous avez un leader charismatique comme le président Paul Biya, qui impulse une dynamique silencieuse, parce qu'il n'est pas trop bavard, il ne fait pas de déclarations, mais il pose des actes concrets. Quand vous regardez un leader charismatique comme le président Idriss Déby Itno, qui lui parfois prend plus de risques dans la parole, et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour un militaire formé, un très grand militaire, et qui prend la parole à chaque fois et qui dit des choses assez importantes, qui prend des positions assez importantes. On peut dire que oui, la CEMAC est sur la bonne voie. Quand on va encore de l'autre côté, on regarde le président Théodoro Obiang Nguema Zogo, on retrouve que, voilà encore notre timonier, que dans un domaine assez précis, il se distingue dans le financement, dans l'apport de la contribution de la Guinée équatoriale pour que la sous-région puisse décoller, parce qu'il est prêt à offrir tout ce qu'il faut pour que la CEMAC puisse décoller. Donc, vous avez d'autres aussi, le président Ali Bongo, qui n'est pas assez en forme, mais bon, je pense qu'il agit aussi de sa manière. Le président professeur Archange Touadéra, qui a pris une très bonne option pour la paix dans son pays. Donc, quand vous avez ces différents leaders-là aujourd'hui, qui prouvent en réalité qu'ils veulent le développement de la sous-région, alors là, nous ne pouvons que leur applaudir, leur dire bravo. Maintenant, le sommet de Yaoundé, parce que tous les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure doivent être mis sur la table, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du problème de la monnaie, qui divise la plupart de la zone francophone, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, où la monnaie, certains chefs d'État ont pris position carrément pour dire que, messieurs, nous n'en voulons plus. Et de l'autre côté, des États de l'Afrique de l'Ouest, on nous dit non, c'est une très bonne monnaie. Voilà, on peut. Et aujourd'hui, on suit la mutation de cette monnaie-là, de ce côté-là. Ben, est-ce que nous aussi, nous allons continuer dans la même logique? Peut-être mutualiser ou bien trouver un palliatif pour remplacer le franc CFA. C'est ce que nous allons voir, parce que l'une des choses, quand j'arrivais dans ce studio, que j'étais en train de cogiter, et je me posais la question, en réalité, le sommet de Yaoundé va véritablement révéler les grandes audiences entre le président Paul Biya et le président Macron, par 2 fois, et l'audience du président Macron et le président Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs que j'ai oublié encore de saluer, donc je salue particulièrement ce matin le président Denis Sassou Nguesso, qui a aussi des positions assez importantes aujourd'hui dans notre zone CEMAC, parce que on ne peut pas continuer dans cette logique avec cette monnaie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est un frein. Et ça, il faut saisir la balle au bon avec la déclaration du président Talon. Il faut saisir la balle au bon avec les positions du président Idriss Déby. Que tous ensemble, nous puissions faire bloc et arriver au résultat que nous voulons, c'est-à-dire créer une nouvelle monnaie en zone CEMAC. Créer cette monnaie-là qui va nous permettre d'être libres économiquement, parce que vous ne pouvez pas
aujourd'hui prendre même, faire revenir tout l'argent qui est dans le trésor français dans notre zone CEMAC. Nous avons quand même une banque centrale qui fonctionne et à merveille. Et nous profitons pour saluer Abbas Poli qui est le gouverneur de cette banque centrale de la BEAC. Donc, aujourd'hui, des décisions importantes doivent être prises. Et ces chefs d'État, nous en avons marre seulement des déclarations. Ça, il faut se le dire clairement. Nous en avons marre des déclarations. Nous voulons des gestes concrets. Et je pense que le président de la République, Paul Biya, n'a pas convoqué ce sommet pour rien. Il faut que des résolutions fortes sortent parce qu'aujourd'hui, la CEMAC a besoin de montrer la voie aux autres. Oui, les autres sont un peu peut-être tatillons, ils tatillonnent un peu, ils n'essayent pas de comprendre, ou bien ils sont inféodés par la France, ou bien la France impose encore son rythme à la CEDEAO. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le président Idriss Déby, le président Théodore Obiang-Nguema, le président Paul Biya, le président Denis Sassou Nguesso, le président Archange Touadéra peuvent prendre la décision salutaire pour libérer notre sous-région du franc CFA. Et en ce qui concerne cette question du franc CFA qui sera abordée ce jour à Yaoundé, ce qui nous amène ce matin entre Kissel Fanga à revenir sur les stratégies de financement de la CEMAC avec cette monnaie. Il est évidemment prévu, vous le savez, que c'est au travers d'un ensemble de moyens combinés entre les différents pays de la sous-région Afrique centrale qu'on arrive à financer aujourd'hui la CEMAC. Mais selon vous, que pourraient être les nouveaux mécanismes de financement et de gestion d'une CEMAC? À un moment donné, après 3 ans, beaucoup ont quand même fait la remarque que la CEMAC allait un peu à tâtons. Et la grande question ou le grand problème avait été évoqué était également celui du financement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se le dire clairement. Nous avons déjà des institutions dans la zone CEMAC qui peuvent permettre notre financement. Tout à fait. Nous avons la BDA, qui est un instrument de cette CEMAC. Nous avons la BEAC elle-même, qui peut nous apporter des financements nécessaires pour notre développement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement compter sur l'extérieur pour davantage pour nos financements, pour le financement des projets intégrateurs de notre sous-région. Aujourd'hui, nous avons la BDAC, qui est un instrument africain qui permet le développement. Et vous allez retrouver que la plupart des projets intégrateurs dans la zone CEMAC sont financés par la BAD. Sont appuyés par la Banque africaine de développement. Voilà. Donc, nous avons des instruments qui peuvent financer notre zone économique, qui peuvent financer cette CEMAC-là. Politiquement, qui peut financer, militairement, qui peut financer, économiquement, même dans les projets économiques, qui peuvent financer. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire confiance à nos propres institutions. Et maintenant, nous avons un vivier important de financement où nous n'arrivons pas, ou bien à mutualiser les forces. Par exemple, la microfinance dans nos États. C'est un élément important que nous pouvons utiliser parce que les banques, les grandes banques, qui sont la plupart des multinationales, sont les banques des étrangers et parfois qui ne permettent pas d'apporter des soutiens aux projets sous-régionaux. Donc, il faut voir comment mettre la condition de la microfinance en valeur, parce que c'est une source, parce que la microfinance est aujourd'hui un peu comme la source de financement ou bien l'épargne du petit commerçant, du petit citoyen, de la sous-région, qui peut aider exactement parce que ces ressources sont là. Elles peuvent permettre, au lieu que ces ressources-là servent à certains opérateurs économiques véreux, parce qu'aujourd'hui, si le problème des microfinances arrive toujours à tomber en faillite, c'est parce que justement, l'un des propriétaires ou bien l'un des actionnaires prend un crédit assez important, finalement, qui ne rembourse pas et de par des mécanismes de passe-passe, là, finalement, la COBAC vient et ferme cette microfinance. Donc, si elle finançait des projets intégrateurs, c'est-à-dire apporter son soutien à, par exemple, à la CEMAC, parce que si vous mettez un consortium de microfinance pour apporter leur soutien à l'économie de la CEMAC, je pense que ça sera une chose très importante. Nous avons besoin de financement. Nous avons des ressources. Alors, pourquoi ne pas signer des contrats? Parce que l'une des choses qui peut financer notre économie en zone CEMAC,
c'est les ressources naturelles, des contrats avec des sociétés assez importantes, et des sociétés où le deal est gagnant-gagnant. Pas aujourd'hui avec des entreprises véreuses. Ouais, on peut citer M. Bolloré qui est un voyou économique qui ne nous permet pas de nous développer. On va peut-être pas utiliser le terme voyou, je vous en prie, monsieur André Christophe Fonga. Il faut prononcer la chose telle qu'elle est. C'est vous qui le dites. Mais André Christophe Fonga, sur cette question du financement de la CIMAC et même qui nous amène également sur la question du franc CFA, le Cameroun a semblé donner déjà sa position en marge de ce sommet. On a eu une déclaration de la présidence de la République qui revenait évidemment sur ce débat autour du franc CFA. Cette déclaration qui disait, elle est présentée, donc le franc CFA, cette monnaie est présentée par de nombreux experts en finance comme un frein au développement. Certes, ça c'est ce que reconnaît la présidence peut-être. Ceux qui sont pour le maintien du franc CFA avance l'argument de la stabilité qu'offre cette monnaie face aux spéculations également. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a une chose claire. Celui qui gère votre porte-monnaie vous gouverne, vous domine. C'est lui. Alors vous ne pouvez pas parler, peu importe la stabilité, peu importe ce que vous dites. Quelqu'un qui gère, s'il vous rationne normalement comme il faut, oui, vous allez manger. Ça, c'est clair. Mais vous n'aurez pas une marge de manœuvre. Mais Madame Dimala, quand votre époux vous donne de l'argent pour faire les courses de la maison, et que c'est bien limité par rapport seulement aux courses de la maison, quand votre cousin, quand votre neveu, quand votre frère, quand votre oncle va arriver, est-ce que vous pourrez lui donner quelque chose pour qu'il puisse rentrer? Vous serez obligé de faire comment? D'appeler votre époux que vraiment il faut ajouter quelque chose. Ou alors il faudrait prendre un prêt? Il faut prendre un prêt quelque part, ou bien il faudra jongler. En réalité, on se retrouve en train de jongler avec ces économies-là. Alors que si vous avez l'autonomie, c'est-à-dire on vous donne un budget annuel, ou bien un budget, ou bien c'est vous-même qui gérez vos sources de revenus qui pour la maison, alors vous avez l'opportunité de dire, quand vous arrivez, vous savez que vous devez acheter telle chose, et que si vous avez une invitation surprise, vous comprenez, pour quelqu'un qui s'est invité de manière surprise et qui fait partie de la famille, ou bien d'un ami, ou bien de quelque chose qui a besoin d'un soutien, vous pouvez l'apporter ce soutien-là, parce que c'est vous-même qui gérez votre porte-monnaie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui gère votre porte-monnaie, c'est-à-dire c'est lui qui garde vos économies, c'est lui qui décide de quand et comment vous allez prendre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce problème de monnaie, le problème de monnaie n'est pas seulement le franc CFA, mais c'est du gestionnaire de cette monnaie-là qu'il faut. Parce que si quand même l'Afrique centrale, ou bien la zone franche qui utilise le franc CFA, avait l'autonomie de gestion de cette monnaie, nous n'aurons plus de problème aujourd'hui. Mais c'est parce que justement, il y a quelqu'un qui décide. Même à la Banque centrale aujourd'hui africaine, vous allez retrouver que il y a des étrangers, ou pour ne pas citer, des experts de la France qui sont au niveau de la BA et de la BCAO, qui décident de quand et comment on doit gérer ces ressources-là. Donc, ils ont le droit de veto. En réalité, nous ne sommes pas gestionnaires de cette monnaie-là. Donc, si nous n'avons pas cette souveraineté de gérer notre propre monnaie, nous ne pouvons pas dire que c'est une bonne monnaie. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut briser ce lien, il faut briser ce cordon ombilical. Et je parle bien de briser, malgré que le cordon ombilical est souvent léger, qu'il faut juste un ciseau ou bien une lame pour couper. Mais nous parlons ici de briser, parce qu'en réalité, ça devient comme un joug. Et c'est un joug aujourd'hui. Et pour que ce joug soit brisé, il faut véritablement que les chefs d'État prennent conscience et qu'ils sachent qu'aucun État ne peut se développer sans sa souveraineté monétaire, sans sa souveraineté, sans la gestion de sa monnaie. Il faut aujourd'hui que cette décision puisse sortir de Yaoundé, du palais de Toudi. Nous savons que le chef de l'État camerounais a déjà pris une option, parce qu'il avait déjà décidé en 1993, ou bien avant 1993, par rapport à, il avait invité les autres chefs d'État, en l'occurrence le président Houphouët-Boigny, de dire que, ok, et le président Bongo, paix à leur âme,
que mettons-nous ensemble pour qu'on sorte du franc CFA. Et d'ailleurs, quelqu'un allait lui trahir, aller trahir Paul Biya à Paris pour dire que mais, ce monsieur que vous dites que c'est votre meilleur élève en train de nous demander de sortir du franc CFA. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, oui, avec des présidents courageux oui, autour du président Paul Biya, parce que nous avons Obiang Nguema Mbazogo qui est courageux, qui prend des décisions assez importantes pour, contre ces colons-là. Nous avons le président Idriss Déby Itno qui prend des positions assez importantes. Donc, nous avons quand même un cordon de sécurité entre les chefs d'État qui peuvent décider aujourd'hui de dire que stop au franc CFA. Et nous croyons que ce stop-là va sortir, le carton rouge va sortir contre le franc CFA. Oui, monsieur, nous avons besoin de ce carton rouge contre le franc CFA pour qu'il sorte directement de nos stades, le stade économique de nos États. Merci, André-Christophe. On vous retrouve dans quelques instants, une nouvelle fois. On va faire un tour du côté du standard. Accueillir Jamal. Jamal, bonjour. Bonjour, ma chère sœur. Bonjour à M. Fangan. Un salut spécial pour M. Fangan et aussi pour les techniciens et aux téléspectateurs. Mais appelons chat au chat qui détient notre monnaie. Ce sont les Blancs. Mais tous ces Blancs-là ont leur monnaie dans leur pays. Mais bon, le Blanc quitte loin. Même quand j'entends encore qu'il y a des soi-disant Français à la BCAO ou à la CDAO qui ont le veto. En Afrique, au Cameroun, c'est même inacceptable. Donc ce sont eux. On vient te dire que non, toi, le noir ne fabrique pas ton argent. Jusqu'à ce qu'on demande qu'il faut un courage. Quel genre de courage? Le centre de gravité d'un pays, c'est sa monnaie. Nous n'avons pas besoin de stabilité. C'est mieux qu'on soit flexible ou inflexible. On veut notre monnaie. On fabrique notre monnaie au Cameroun. Si c'est à la SOPECAM qu'on décide de réquisitionner, on réquisitionne, on commence à fabriquer, à battre notre monnaie là-bas. Une partie descend au trésor. Nous avons la banque de PME de Cameroun. La banque ça est là-bas. On sait combien ça part. Ça permet aux PME d'aller faire des prêts. Et la NOR est là pour contrôler leur gestion. C'est qu'ils ouvrent l'ingénieur ou le docteur qui est au bus ou aux travaux publics ou n'importe où, même à l'agronomie, peut venir faire un prêt et ouvrir sa structure. Hein? Le commerçant qui a même ses cafés, qui décide que je vais ouvrir mes cafés dans tout l'étendue de Cameroun, peut venir faire un prêt et le contrôle. Si on se rend compte qu'il peut payer, même si c'est chaque fin du mois, même si c'est 10 cas, ou bien 25 000 cas, Cameroun, donc la monnaie Cameroun ou quoi. Ça veut dire que c'est contrôlé. Si on se rend compte que pendant les 10 ans, 15 ans, il peut payer ça dans 10 ans ou 15 ans, on constate qu'il ne veut pas, on le met dans la liste blanche. C'est-à-dire que pour 10 ans ou 20 ans, il ne peut plus prêter. Ça va permettre que ces histoires qu'on donne les 1 milliard de francs CFA, Jack Ma, c'est des conneries pour des start-up. Ça veut dire que les Camerounais qui fabriquent les start-up ont le droit de directement faire des prêts d'argent, notre argent, financés, et ils sont rattachés à l'armée. Ça va permettre que l'armée aussi va entrer maintenant dans les recherches. Si on achète des avions à l'extérieur, avec des ingénieurs que nous avons, camerounais, ils peuvent démonter ça et le fabriquer. C'est comme ça que les Asiatiques ont évolué. Quand vous allez en Asie, tous les pays asiatiques ont leur monnaie. Et ils ont décidé en disant que non, nous devons d'abord faire l'économie entre nous. Ça dit que le chien qui peut aller en Indonésie, avec sa monnaie, il le change. C'est valable pour l'Afrique centrale. Donc le Centrafricain fabrique son argent au Cameroun, il y a la Banque centrafricaine au Cameroun. C'est vice-versa. C'est vice-versa en attendant que nous ayons maintenant une monnaie doucement commune. Mais il faut d'abord que individuellement nous fabriquons notre argent. Donc le président de la République du Cameroun a le devoir et l'obligation de nous libérer. Donc il faut qu'on fabrique notre monnaie. Et cette histoire que ces Blancs viennent nous imposer, ça doit s'arrêter. Parce qu'ils croient que c'est l'obscurité. Aujourd'hui, il y a Afrique Média et nous sommes éveillés. Donc c'est un groupe de personnes qui se sont tapis dans l'homme, on leur donne de l'argent, ils profitent de cet argent pour faire croire à l'opinion, à la population camerounaise et des autres, la sous-région, pour dire que non, le franc CFA est une monnaie qui donne la stabilité. Quelle stabilité? La stabilité dans la misère. Dans la misère, il faut seulement que pour être à l'aise, chercher à entrer dans le gouvernement,
Alors que nous avons des commerçants, nous avons des gens qui ont des sociétés qui peuvent fabriquer les vêtements au Cameroun avec notre argent que nous allons consommer camerounais. Donc, ce sommet-là, c'est le président de la République doit nous libérer. S'il ne veut pas prendre la décision, hein, nous saurons que depuis Ayuso à lui, ils nous ont mis dans le franc CFA. Ils ne veulent pas nous libérer. Nous voulons notre monnaie. C'est tout ce qu'on veut. Et la société civile que nous avons, et l'armée, et la population, c'est à nous de faire comprendre à notre président qu'ici, là, hein, notre monnaie, ce n'est pas que vous vous cachez, vous portez des armes, vous vous contentez de vos grades, parce qu'on vous donne en cachet les 14 milliards et vous déstabilisez votre pays. Pendant ce temps, vivre à l'aise. Est-ce que c'est normal que le plan qu'ils ont pour s'asseoir, pour venir te dire que non, ne fabrique pas ta monnaie, tu acceptes. Pendant que dans son pays, ils ont leur monnaie. C'est inacceptable ça. Kala Bougad. Merci Djamal pour cette participation ce matin depuis la capitale camerounaise à Yaoundé. On reste au téléphone. On accueille Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Madame Cissé, bonjour. Oui, bonjour Dimala. Bonjour à Christelle Fanga. Bonjour à mes très chères sœurs, Madame Yao, Madame Peter, Alice. Merci. Moi, je ne pensais pas qu'à ce stade-là, après les démonstrations du professeur Agou, il y a un autre professeur togolais, après toutes ces démonstrations-là, sur la nocivité du franc CFA, que nos chefs d'État seraient encore là à tergiverser. Franchement, je ne savais pas à ce stade-là. Pour moi, à fin 2020, c'était une histoire qui était terminée. Parce qu'on ne veut pas prendre ces vertus à vous montrer quelque chose qui est dangereux, qui vous détruit, comme c'est comme un cancer, et vous êtes là, vous restez là-dedans. Ça plombe votre économie, ça empêche le développement, ça fait que vous ne pouvez rien entreprendre et vous êtes là-dedans. Et des chefs d'État qui complexes. Quand on parle de francs CFA, des banques centrales qui ne prêtent pas. Mais quand une banque ne prête, quel est le rôle d'une banque si elle ne prête pas? Quel développement il peut avoir dans ce pays-là? La banque ne prête pas. Et c'est dans ce système-là que la France nous a installés. Et moi, je suis surprise, je suis désagréablement surprise que nos chefs d'État sont dans cette affaire. Hier, j'entendais le ministre, je ne sais pas, des États-Unis qui demandait le transfert du pouvoir de Paul Biya, du président Paul Biya aux terroristes. C'est la continuité de tout ça. Hein? Le franc CFA, c'est la continuité de tout ça. C'est parce qu'on n'a pas de monnaie que des gens quittent là-bas, qui ne peuvent pas envoyer la paix au Mali, qui ne peuvent pas envoyer la paix au Niger, mais qui viennent s'immiscer dans les affaires d'un pays souverain. L'ingérence là, c'est parce que c'est une histoire de monnaie. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui compte sur l'Afrique centrale. Hein. C'est vous qui êtes l'espoir de l'Afrique aujourd'hui pour sortir du franc CFA. Parce qu'en Afrique de l'Ouest ici, quand vous entendez un raisonnement du genre, parce que le franc CFA est bon parce que je suis au FMI, le franc CFA est bon parce que c'est antérieur à l'euro, c'est-à-dire que c'est le chaos, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, vous représentez l'espoir de tout un continent. Moi, je pense que le président Paul Biya, Idriss Déby, Madère, le président de Guinée équatoriale, vraiment, c'est-à-dire que vous êtes notre espoir. Mettons fin à cette servitude-là. Qui suis-je pour parler à la place des personnes comme le professeur Agou? Il y a des éminents professeurs qui viennent sur les plateaux, matin, midi, soir, qui nous disent que c'est nocif. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est ça qu'en Afrique de l'Ouest, on va quitter là-dedans, parce que eux, c'est des esclaves. Mais je pense que l'Afrique centrale peut nous faire sortir de ça. On a le droit de rêver. Sortez de cette monnaie, parce que ça tue, ça brise tout, il n'y a pas d'espoir. Ça crée que le chaos. Je vous remercie. André Christelle Fanga, bien avant ce sommet, il y a à chaque fois un sommet extraordinaire des ministres de l'économie de la sous-région
économie et des finances pour discuter sur notamment des questions du financement des projets publics. On a l'appui des banques, comme vous les évoquiez tout à l'heure, et on a toujours l'impression que les points qui sont mis à l'ordre du jour sont parfois en déphasage avec la réalité socio-économique de ce que vit en réalité l'Afrique centrale. Il y a donc cette question de la libre circulation, ce qui m'amène à aborder cet autre point qui sera sur la table des discussions à Yaoundé ce jour, la question de la libre circulation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, à votre avis, l'impression que la libre circulation se vit de manière évidente et probante dans la sous-région? Non, je ne pense pas, Madame Dimala. Pourquoi? Parce que vous savez que la sous-région aujourd'hui est attaquée, agressée même. Attaquée, agressée, violentée. Parce que quand vous regardez, le Cameroun est violenté de toutes parts. Violenté au nord-ouest et au sud-ouest par des bandits, par des sécessionnistes, par des individus financés par l'extérieur. Nous avons du côté nord, de l'extrême nord là-bas, par Boko Haram, qui est une secte pernicieuse qui apporte du désordre dans nos États, oui, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad. Donc, vous avez ces problèmes-là. Vous avez les problèmes de coups d'État manqués qui, aujourd'hui, des infiltrations en Guinée équatoriale qui ne permettent pas d'être en harmonie avec nos sous-régions. Et tout ça fomenté depuis Paris, fomenté depuis des capitales étrangères, parce qu'il faut déstabiliser la sous-région. Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, à cause de toutes ces tensions-là, les tensions de guerre, heureusement, par exemple, nous voyons en Centrafrique, il y a un peu de l'accalmie aujourd'hui parce que le président Archange Touadéra a réussi quand même à signer un protocole d'accord, un protocole de paix entre 14 groupes rebelles aujourd'hui. D'ailleurs, même quel est ce pays-là qui a 14 groupes rebelles? Ça, c'est quasiment étonnant. Vous comprenez que le pays est émietté. Comment vous allez permettre l'intégration, ou l'intégration va se faire avec le désordre qui se trouve dans tous ces États-là? Donc, et ce désordre orchestré justement par les capitales occidentales. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons orchestré cela. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les États-Unis sont derrière, et d'ailleurs même Thibon Nagui se présente devant le public avec les ambassoniens, il se vante avec eux, il pose, et il dit même qu'il faut que l'État du Cameroun transfère le pouvoir aux sécessionnistes bandits, comme madame, je crois c'est Madame Cissé disait tout à l'heure. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'avec ce désordre-là orchestré, nous ne pouvons pas arriver à une véritable intégration. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la faiblesse des investissements au niveau de la sous-région. Oui. Parce que nous ne pouvons pas avoir un climat délétère et vouloir que les gens viennent financer ou bien font des projets véritablement intégrateurs dans la sous-région. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'économie marche avec la sécurité. Si on ne peut pas investir où il n'y a pas de sécurité, ce n'est que normal que nous soyons davantage en déphasage parce que même quand les ministres des Finances et de l'économie vont se rassembler, s'il n'y a pas en priorité la sécurité, les problèmes sécuritaires ne sont pas résolus, alors là, ces projets économiques ne peuvent pas nous aider. Et ça, c'est un des points majeurs qui a été évoqué lors du lancement de la SELEC, la zone de libre-échange continentale, la sécurité pour garantir justement cette circulation libre des personnes et des biens au plan continental. Il faut comprendre une chose qui est claire. Aucun État, quand vous êtes riche, vous vous sécurisez. La première des choses, quand vous êtes riche, c'est de chercher les moyens pour être en sécurité. Quand vous êtes riche, vous construisez une maison, vous mettez une grosse barrière. En dehors de la barrière, vous mettez les caméras de surveillance. En dehors des caméras de surveillance, vous prenez une société de gardiennage si vous avez des moyens, ou bien même des militaires ou bien des policiers pour garder votre résidence. Pourquoi? Parce que vous êtes riche. Parce que vous avez les moyens. Mais nous sommes extrêmement riches. L'Afrique centrale est extrêmement riche. Pourquoi nous ne mettons pas les moyens pour notre sécurité? Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir de développement. S'il n'y a pas de sécurité, la preuve en est. Pour ceux qui se rappellent des émeutes de la faim ou bien des années 90, de vent de démocratie jusqu'en 92, où il y avait des villes mortes dans les villes de Douala, vous avez vu comment la ville de Douala était abandonnée, était quasiment dans la poubelle.
parce que justement, il y avait un problème d'insécurité. Dans tous les États, regardez Bangui aujourd'hui, regardez la Centrafrique aujourd'hui. Est-ce que la Centrafrique peut se développer s'il n'y a pas, les problèmes sécuritaires ne sont pas résolus? Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale a la chance d'avoir un leader charismatique qui a su former d'abord une armée et qui a permis à éduquer les populations de savoir que non, peu importe les problèmes que nous avons, nous devons préserver ce que nous avons de commun, l'État de Guinée équatoriale. Et ça, la protection de la Guinée équatoriale, la protection des hommes et des biens est primordiale. Et ce n'est que normal qu'ils puissent se retrouver dans un niveau de développement. Mais si aujourd'hui, nous n'avons pas des populations qui comprennent le bien fondé de la paix, le bien fondé de la sécurité, parce que si vous avez des gens qui sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir, et vous savez que c'est toujours dans ces ambitions démesurées que l'Occident profite pour créer du désordre. Parce qu'il profite toujours d'un agent infiltré, d'un agent double au niveau de nos nations pour créer ce désordre-là. Donc, nous serons toujours en déphasage dans des projets, dans les projets économiques et financiers, parce que justement, nous avons un problème de sécurité. Il faut sécuriser nos États. Et il faut que nos populations prennent conscience que c'est nous-mêmes la propre sécurité de nos États. Si nous ne sécurisons pas nos États, alors là, nous ne pouvons pas nous échanger. Vous ne serez pas en confiance quand vous serez en RCA, parce que vous serez kidnappé. Vous ne serez pas en confiance quand vous serez au Cameroun, parce que quand on parle du Cameroun, on ne doit pas seulement se contenter de Yaoundé et Douala. Il faut regarder les autres zones. Est-ce que dans le nord-ouest, on peut vivre paisiblement? Est-ce que dans le sud-ouest, on peut vivre paisiblement? Est-ce qu'à l'extrême nord, on peut vivre paisiblement? Donc, c'est des situations qui ne peuvent pas permettre véritablement une intégration. Malgré qu'aujourd'hui, il y a quand même des avancées assez majeures. Mais nous pensons qu'il faut sécuriser nos États et permettre la synergie de renseignement. S'il n'y a pas une synergie de renseignement dans tous ces États, nous ne pouvons arriver nulle part. Parce qu'en réalité, nous avons vu la synergie de renseignement entre Malabo et le Cameroun par rapport au coup d'État manqué, vous avez vu. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a fait un travail énorme. C'est à partir du Cameroun qu'on a réussi à démanteler qu'il y avait un programme de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Pour accompagner votre analyse, M. André-Christelle Fangas, qui nous amène alors véritablement sur les enjeux de tous ces différents sommets et forums que vous avez vus des récents jours, forum de Paris sur la paix, forum de Dakar, le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Nous sommes quand même dans un contexte sécuritaire qui est marqué par de fortes attaques, notamment en Afrique de l'Ouest, les attaques du Mali, du Niger, du Burkina Faso et les grandes sorties du peuple malien aujourd'hui qui dénoncent la présence des forces françaises marquantes sur leur territoire et elles les soupçonnent plutôt d'entretenir le terrorisme. Et du côté du Burkina Faso, la sortie du chef d'état-major aujourd'hui qui vient mettre les points sur les i. Et comment arriver aujourd'hui à arriver justement à stabiliser nos États sur le plan sécuritaire? Et ces renseignements aujourd'hui que vous évoquez ce matin, qui pourraient être l'un des points les plus culminants, cruciaux même de la préservation de nos États en matière de sécurité. Votre avis sur ces forums qui se tiennent, sont-ils une réponse? Non. Ce n'est pas une réponse. Et que pourrait être la réponse en réalité? Non. Écoutez, il faut être sérieux. Nous avons des mauvais partenaires. En matière de sécurité, en matière économique, en matière financière, nous avons un mauvais partenaire, pour parler au singulier. Et ce mauvais partenaire-là, c'est Paris. Ce mauvais partenaire-là, c'est la France. Parce que c'est inadmissible que la France dépense 1 million d'euros pour la guerre au Mali. Par jour. Je dis bien par jour, 1 million d'euros. Parce que toutes les forces qui sont mises en branle au niveau du Mali, dépenser 1 million d'euros, imaginez-vous combien la situation a déjà duré. Si quelqu'un peut dépenser 1 million d'euros par jour pour le contingent français au Mali. Oui. Imaginez-vous s'ils peuvent dépenser, les autres forces où ils sont disposés au Tchad et tout le reste, combien ils dépensent par jour pour ces forces-là. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce partenaire aujourd'hui et que la crise dans ces différents États n'est pas résolue, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui joue mauvais jeu. Et c'est pour ça que j'apprécie la diaspora et malienne et la société civile aujourd'hui, qui sort de ces gonds et qui dit vraiment à bas la France,
abat Paris, abat tous les bases militaires en Afrique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir des mauvais partenaires comme ceux-là et continuer à leur faire confiance et organiser des forums pour dire que non, la paix, le G5 Sahel aujourd'hui est une bonne organisation qui peut résoudre le problème, mais où sont les financements? Quand la France elle-même dépense 1 million d'euros par jour pour ses propres forces qui sont là, alors que le G5 Sahel a besoin de quelque chose comme 55 milliards pour organiser la sécurité de la zone sahélienne. Oui. Mais aujourd'hui, où sont ces financements? Il n'y a qu'un seul partenaire qui a essayé, je crois que c'est la Ligue arabe ou bien l'Arabie saoudite qui a apporté un petit soutien par rapport au G5 Sahel, qui a libéré son capital par rapport à cette force-là. Donc aujourd'hui, nous avons des mauvais partenaires qui ne nous aident pas. C'est inadmissible qu'aujourd'hui les services de surveillance, ou bien que ce soit les drones, que ce soit les satellites, qui sont braqués sur tous nos États, ne peuvent pas localiser les zones de mouvement des djihadistes. Parce qu'en réalité, nous n'arrivons pas à comprendre. Et quand vous regardez dans ces zones sahéliennes-là, vous allez retrouver que les rebelles ont le même matériel et parfois le matériel plus pointu que l'armée régulière. Exactement. Alors, on connaît qui sont les fabricants d'armes. On connaît comment les transactions d'armes se passent. D'ailleurs, chaque arme est numérotée. On sait que si telle arme, tel type d'arme se retrouve à tel niveau, ça veut dire que c'est tel qui a livré ce genre d'armes à ce groupe-là. Mais nous avons identifié, nous savons qui est derrière tout cela. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux partenaires. Et c'est pour ça que nous pensons que l'arrivée de la Chine et de la Russie est importante. Nous n'avons pas dit que c'est des anges. Nous n'avons pas dit que c'est Dieu le Père, mais nous disons que c'est dans l'accompagnement et nous voyons quand même un semblant de résultat déjà en RCA, où nous voyons la formation, une formation de pointe des FACA, nous voyons l'armement de pointe qui est quand même en train d'arriver, malgré qu'aujourd'hui la RCA est toujours sur embargo. Et comment un pays peut être sur embargo, mais les rebelles sont plus armés que l'armée régulière? Des armes viennent d'où? Sachant que l'Afrique ne fabrique pas d'armes. Est-ce qu'il y a des armes en Afrique? Il y a des fabricants d'armes en Afrique? Non. Nous connaissons où il y a des fabricants d'armes. Ils se trouvent à Paris, ils se trouvent à Washington. Donc aujourd'hui, il faut véritablement rechercher de nouveaux partenaires qui peuvent nous aider pour notre sécurisation, pour la sécurisation de nos sous-régions. Donc tous ces forums-là ne nous aident pas. Et d'ailleurs, c'est une grosse dépense parce que la plupart des voyages des chefs d'État coûtent cher. Vous comprenez peu. Donc, au lieu d'aller dépenser cet argent pour assister à des forums où on va même piéger nos chefs d'État, parce que vous voyez le sommet de Paris, M. Mo Ibrahim, je le dis clairement, a piégé le président Paul Biya. Vous savez qu'il est parmi ceux qui, soi-disant, luttent contre la longévité, au pouvoir, des chefs d'État au pouvoir. Donc, en réalité, il a voulu piéger notre chef d'État. Heureusement que le sage Paul Biya a su. Il dit, mais comment est-ce possible? Écoutez, il faut revenir dans des petits détails pour comprendre ce genre de situation. Comment un micro d'un chef d'État ne peut pas être véritablement complet? Même quand vous faites vos émissions ici dans une chaîne de télévision, vous veillez à ce que les micros soient propres, clean. Mais au niveau mondial, à Paris, que les micros ne puissent pas fonctionner normalement, les oreillers d'un chef d'État où il doit parler, il doit écouter la traduction, ne fonctionnent pas normalement, ou d'ailleurs le programme de la table ronde est modifié à un intitulé personne par le modérateur qui n'est même pas. Et d'ailleurs, comment se fait-il même qu'en plein Paris, c'est un modérateur anglophone d'expression anglaise qui vient modérer un sommet à Paris? En réalité, tout était bien préparé pour mettre en mal le chef d'État camerounais. Heureusement, il s'est en sorti, il a permis aux Camerounais d'être encore fiers de lui parce qu'il a pris des positions et il a expliqué clairement la situation de son pays. Donc quand vous regardez toutes ces choses-là, vous pouvez comprendre qu'il faut s'éveiller, il faut véritablement s'unir dans le renseignement et dire le renseignement, c'est en dehors des affaires technologiques. C'est d'abord de personne à personne, tout à fait, individuel. Et j'ai vu un mouvement louche parce qu'aujourd'hui, la coopération entre population, armée, services de police et tout le reste est très importante dans notre sous-région. Nous avons vu des mouvements bizarres. Nous avons vu des personnes que nous n'avons pas l'habitude de voir ici. Et ils n'étaient... Voilà le renseignement. Donc, tout le monde doit faire ce renseignement-là aujourd'hui. Merci encore, André Christelle Fanga, vraiment pour toutes ces analyses ce matin.
On va retrouver les téléspectateurs dans quelques instants, je le disais tantôt, hein, sur ce sujet sur lequel nous échangeons avec notre invité André-Christelle Fanga. L'ouverture aujourd'hui même de ce sommet extraordinaire de la CEMAC, alors qu'on a assisté hier à l'arrivée des chefs d'État, parmi les 6 chefs d'État ou les 5 chefs d'État qui étaient attendus du côté du Yaoundé. 4 ont effectué le déplacement et la République de la Guinée équatoriale qui sera représentée par le chef de gouvernement dans le cadre de cette autre rencontre de la sous-région, des pays de la sous-région Afrique centrale qui se regroupent dans le cadre de cette communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On aborde ce matin les thématiques et les sujets qui sont posés sur la table des discussions des chefs d'État ce jour. On va tout d'abord prendre ce téléspectateur qui se positionne avant d'accueillir la prochaine articulation informative au téléphone. Allô, bonjour. Voilà, bonjour Madame Djimala Victoire, bonjour à ton invité, mon cher frère de sang Fanga. Voilà, docteur Meboumi Tandongo depuis le Canada, hein. Bon, un petit défi toujours, hein, me lever à 2h36 pour participer à l'émission, voilà. Alors, je vais donc profiter, n'est-ce pas, du sujet que vous mettez sur la table pour faire vraiment, si vous m'accordez 2 minutes et demie, une petite réflexion hein, beaucoup plus élargie, hein, sans m'appesantir, n'est-ce pas, sur les détails, je dirais, techniques, sectoriels, un peu comme tente de le faire Christelle Fanga. Mais comme je dis, vraiment élargir, là, n'est-ce pas, dans le contexte, j'aime souvent dire, là, du panafricanisme, de la panafricanisation, de la panafricanité qui doivent, n'est-ce pas, se décliner au développement du continent. Et là, nous sommes sur une portion du continent qui s'appelle l'Afrique centrale. C'est vraiment ça ma préoccupation. Vous vous rappelez, Madame Victoire, lors des émissions, des émissions où on demande souvent de voter sur les dames ou bien les chefs d'État, je donne toujours un vote qualitatif, disant, n'est-ce pas, voter pour un ou les chefs d'État ou leurs dames qui travaillent de manière courageuse, sincère et franche, n'est-ce pas, pour la préoccupation que je viens de décliner, donc panafricanisme et tout. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, je ne m'attarderai pas vraiment à... Bon, la question, c'est quoi? Quels enjeux, n'est-ce pas, par rapport à ce sommet-là? Vous m'en voudrez si je donne une réponse en 4 secondes là. La réponse est quoi? Les enjeux sont pour moi, hein, je dis, ceux, n'est-ce pas, liés à la méthodologie qui permet d'aborder, de traiter comme ça les vraies questions en vue, n'est-ce pas, d'aboutir à des actions concrètes. Je dis bien concrètes. C'est vraiment ça les enjeux, n'est-ce pas, pour moi. Alors, se mettre à parler, n'est-ce pas, des thématiques, monnaie, libre-échange, sécurité. Ben, il me semble qu'on en parle depuis très longtemps. Nos experts, nos chercheurs, nos enseignants, je parle là comme enseignants, chercheurs, n'est-ce pas, des questions de géographie du développement, avec tout ce que cela comporte comme économie politique et puis stratégie. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que ces questions-là, n'est-ce pas, ont déjà, n'est-ce pas, des réponses ou alors des stratégies de mise en œuvre et tout. Mais est-ce qu'on s'en va, ces chefs d'État s'en vont parler, n'est-ce pas, pour concrétiser ce que nos experts nous ont déjà dit depuis belle lurette, Alors, l'enjeu pour moi qui se dégage toujours, c'est, je viens d'apprendre il y a quelque temps hein, que l'Afrique désormais parle déjà d'une seule voix. Je l'ai appris lors, n'est-ce pas, du sommet de la Russie, que j'ai beaucoup critiqué. Je suis très d'accord avec Christelle Fanga pour dire que ce sommet extérieur ne nous apporte tellement pas grand-chose parce que c'est simplement, n'est-ce pas, la méthodologie pour, n'est-ce pas, définir la politique extérieure de ces pays-là qui reçoivent. J'avais demandé, et je continue encore de chercher, là, je vais trouver avec mes étudiants, le chiffre en termes de billets d'avion, transport, etc., de nos chefs d'État qui vont à l'extérieur pour demander si cet argent-là ne peut pas financer, n'est-ce pas, les forums à l'intérieur. Parce que la thèse que j'aime toujours fixer, c'est l'Afrique, n'est-ce pas, aux Africains, par les Africains, pour les Africains, avec les Africains, en Afrique, pour travailler, n'est-ce pas, pour le développement du continent. Alors, je vais terminer en 1 minute là pour essayer de dégager, n'est-ce pas, pour moi, une grille d'analyse très forte auquel, n'est-ce pas, je m'attendais à ce qu'on puisse parler lors des émissions comme celle-ci. Est-ce qu'on peut aller chercher, n'est-ce pas,
quoi? Les conclusions, cette méthodologie dont je parle, n'est-ce pas, qui permet d'engendrer ces conclusions-là par les experts qui se sont réunis au préalable, pour donc en parler. Alors, est-ce qu'il y a un contexte bien précis qui permet d'avoir une vision, n'est-ce pas, développementale? Comment est-ce que les choses sont gérées pour, n'est-ce pas, des intérêts institutionnels? C'est quoi le bilan des actions passées et tout ce qui a été fait? Les objectifs concrets, c'est quoi? Et puis les stratégies de mise en œuvre. Donc, voilà un peu les petites questions de manière théorique que je voulais adresser, au-delà des protocoles, des beautés, n'est-ce pas, des réceptions et tout, Madame Dimala. Donc, j'espère que vous avez une question à me poser, je pourrais répondre. Sinon, c'était ça ma petite contribution. Contribution ce matin très pertinente. Hein. On va vous retrouver, André-Christophe Fonga, dans quelques instants. La ligne rouge se poursuit, votre matinale informative. Ce matin sur Afrique Média, on parle donc de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CIMAC qui ont tenté de comprendre les enjeux. Toujours en compagnie de notre invité André-Christophe Fonga, avec lequel nous échangeons et débattons sur ce sujet, et notamment les sujets en discussion à Yaoundé, au cœur de la capitale camerounaise. André-Christophe Fonga, nos équipes de la télévision panafricaine qui couvrent donc ce sommet extraordinaire de la CIMAC, qui nous tiennent informés minute by minute de ce qui se passe en termes de préparatifs, même pour cette autre journée où on ouvre officiellement avec le grand discours du chef de l'État camerounais, Paul Biya, ce qui va se passer aujourd'hui même. Et donc, on apprend au fur et à mesure les avancées, l'avancement de l'actualité de ce côté-là, du côté de Yaoundé. Nos équipes qui nous apprennent qu'en réalité, c'est le chef de gouvernement, le Premier ministre gabonais qui a fait le déplacement en absence du président Ali Bongo Ondimba, et que le président Théodore Obiang Nguema Basogo pourrait faire son arrivée aujourd'hui, d'ici quelques minutes, puisque le sommet s'ouvre en réalité un peu avant 10 heures, heure du Cameroun. La participation de la Guinée équatoriale, on va un peu plus s'apesantir là-dessus. Elle, aujourd'hui, cette Guinée équatoriale qui affiche le visage d'un pays suffisamment développé aujourd'hui et qui, aujourd'hui, traverse est confronté à de graves problème de déstabilisation, il faut le dire, ce que la Guinée équatoriale a dénoncé très souvent. Ça a été le discours du représentant du président Obiang Nguema Basogo lors de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, où la Guinée équatoriale a tenu encore à dire à l'opinion internationale de ces menaces contre le régime du président Théodore Obiang Nguema Basogo, des menaces de déstabilisation et d'un possible coup d'État du chef de l'État Théodore Obiang Nguema Basogo, qui aujourd'hui développe davantage la Guinée équatoriale malgré toutes les menaces de déstabilisation. Comme quoi, il pourrait apprendre grand-chose à ses homologues de la sous-région. Comment affronter aujourd'hui la question du développement malgré les véritables problèmes d'insécurité? Alors, je ne fais pas biaiser le truc, votre question, mais je veux répondre simplement, chacun a son modèle de gouvernance. Et le modèle de gouvernance d'Obiang Nguema aujourd'hui est fait sur l'investissement national, c'est-à-dire le développement de son pays. Et la Guinée équatoriale a eu la chance d'exploiter véritablement ses ressources naturelles pour investir dans le développement. Vous savez, quand vous n'avez pas... La Guinée équatoriale, c'est à peine 2 millions d'habitants. Alors, quand vous avez extrêmement d'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il faut seulement investir. Et je pense qu'aujourd'hui, cet investissement est visible. Et en dehors de cette visibilité aujourd'hui, le président Obiang Nguema a travaillé de façon qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale est devenue un pôle de référence. Un pôle de référence en matière touristique, en matière de grandes conférences. Vous savez que la BAD a tenu son assemblée générale justement en Guinée équatoriale. Nous avons eu des grands sommets, nous avons eu des grands forums, nous avons eu des grandes rencontres, même footballistiques. Vous savez que la Guinée équatoriale
a reçu la CAN par 2 fois, organiser une CAN par 2 fois de manière successive, il faut être la Guinée équatoriale pour le faire. Il faut être le président Théodore Obiang-Nguema pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des États qui ont organisé la CAN qu'une seule fois depuis au moins 50 ans aujourd'hui. Et il y a d'autres États qui n'ont jamais même organisé. Donc, il est très important que dans notre sous-région, nous puissions imiter le bon exemple. Parce que chacun a son modèle de développement, chacun a sa politique. Aujourd'hui, quand nous regardons la politique de la Guinée équatoriale, elle apporte quand même quelque chose, une petite leçon aux autres États que mais profitez de vos ressources pour mieux investir pour vos populations. Parce qu'en réalité, s'il y a des investissements pour les populations, les gens n'iront pas prendre les armes, les gens ne vont pas faire du désordre. Parce que si aujourd'hui, et c'est ça le plus grand combat de l'Afrique aujourd'hui, l'exploitation de ses propres ressources pour investir dans les différents secteurs, que ce soit le secteur de la santé, de l'éducation, le secteur de l'urbanisme et tout le reste. Donc, aujourd'hui, quand nous avons, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de gangstérisme économique que nous avons avec des partenaires, de mauvais partenaires. Si nous avons des mauvais partenaires, nous ne pouvons pas nous développer. Parce que c'est inadmissible. Par exemple, vous allez au Niger, il n'y a pas d'électricité au Niger, alors qu'il y a une société française qui exploite l'uranium du Niger et qui nourrit l'industrie nucléaire française, qui nourrit la France, et la France est tout éclairée partout. Et on est là, on dit non, la France est mieux alors que la matière première se trouve chez nous. C'est les mêmes choses. Vous allez en Centrafrique, vous allez retrouver la Centrafrique est dans un état de pauvreté, alors que la plupart des multinationales sont milliardaires, multimilliardaires avec l'exploitation des ressources minières de la Centrafrique. Vous allez regarder au Cameroun, au Gabon, l'exploitation de bois. Vous allez retrouver des écoles, des trucs qui manquent des chaises, de tables, bancs, alors que la plus grande exploitation forestière se trouve chez nous en Afrique, chez nous dans la sous-région. Quand vous regardez le bassin du Congo, vous regardez tout ce qu'il y a, les problèmes énergétiques que nous avons aujourd'hui, qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à juguler, alors que nous avons l'un des plus grands bassins en matière de ressources hydrauliques et tout le reste. Donc aujourd'hui, nous mourons de soif dans nos États, oui, alors que nous avons nous avons des rivières, nous avons des bassins de production d'eau assez importants, nous avons des grandes rivières et nous avons même ce qui manque aux autres. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui était dans un convoi des Juifs, il faisait Douala-Yaoundé, et ces Juifs se sont arrêtés presque 50 fois. Et il leur a posé la question, pourquoi vous vous arrêtez? Parce qu'ils étaient en train de compter les cours d'eau. Les cours d'eau qu'il y a entre Douala et Yaoundé. Et je vous dis, ils ont dénombré au moins une trentaine de cours d'eau. Il dit, mais vous avez de la richesse comme ça. Oh, chez nous, en Israël, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il y a des endroits en Israël qui pleut une seule fois l'an. Donc, il y a de la sécheresse. Les gens meurent de soif. Mais nous avons toutes ces richesses-là, des ressources naturelles. En Guinée équatoriale aujourd'hui, nous avons des logements sociaux, nous avons des personnes, nous avons des routes extraordinaires. Donc aujourd'hui, nous devons travailler de façon que la sous-région puisse se développer et aujourd'hui développer les grands corridors. Les grands corridors qui quittent de Douala pour N'Djamena, les grands corridors Douala, RCA, Malabo, Ouesso au Congo, au Gabon, tout ça, nous devons construire des grandes routes, vous comprenez un peu. Et même le rail, il y a des projets de rail et tout cela. Mais la véritable intégration ne peut que se faire si nous mettons en place des projets intégrateurs. Et que si nos États payent la taxe communautaire d'intégration, parce que la plupart des États ne payent pas cette taxe d'intégration aujourd'hui, ne contribuent pas. C'est faible le taux de recouvrement de cette taxe-là. Donc aujourd'hui, la Guinée équatoriale, et je pense que si une chose que je pourrais ajouter sur la Guinée équatoriale et le président Théodore Obiang-Nguema, qu'aujourd'hui la Guinée équatoriale fasse des investissements pour que les gens n'arrivent plus se soigner en Europe. Des hôpitaux de référence, il y en a déjà, mais que davantage puissent investir dans ce domaine-là, que les chefs d'État n'aillent plus en Europe se soigner, que des grandes conférences, comme nous étions en train de décrire tout à l'heure, que les grands forums n'aillent plus se tenir à Paris, à Sochi, à tout le reste, mais qu'en Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale a la capacité, vous savez que des aéroports sont construits.
vous savez qu'il y a des ports, vous savez qu'il y a des hôtels de référence, vous savez qu'il y a des logements. Et le président Obiang Nguema a construit des logements présidentiels où chaque chef d'État africain a un logement parce que ça représente les 54 États de l'Afrique centrale. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Guinée équatoriale est un modèle de développement et que les autres États de la sous-région puissent profiter de cet élan de la Guinée équatoriale et travailler ensemble, malgré, d'ailleurs, je suis avec votre question, vous avez dit malgré les problèmes de coup d'État, de tentatives de coup d'État et de déstabilisation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que justement, le président Obiang Nguema a su mettre une politique de dialogue sur place. Parce que quand vous regardez quand même les dialogues, les différents forums, que ce soit les différentes conférences avec les partis d'opposition, où on dit, OK, discutons de ce que nous voulons de notre pays. Est-ce que nous allons laisser notre pays tomber entre les mains des barbares, de ceux qui ont les envies de voir la Guinée équatoriale être détruite ou bien qui veulent nos ressources? Vous vous souvenez de ce discours très mémorable du représentant de la Guinée équatoriale aux Nations Unies et qui implorait véritablement de dire que non, qu'on laisse son pays tranquille parce que la Guinée équatoriale n'a rien demandé à personne. Elle ne veut qu'exploiter ses ressources et construire son propre pays et son propre développement. Pourquoi fomenter des coups d'État depuis New York, depuis Paris, pour déstabiliser? Quand ce n'est pas les coups d'État, c'est les biens mal acquis. Vous acculez le président Obiang Nguema, vous acculez le vice-président Théodore Obiang Nguema, vous acculez toute la famille parce que vous dites que non, les biens mal acquis ont fait. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui le fonctionnement de ces chefs d'État-là aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas droit à avoir une vie aussi? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas construire un pays comme la Guinée équatoriale et ne pas vous réjouir aussi. Parce qu'on dit toujours chez nous en Afrique que vous ne pouvez pas être dans l'eau sans boire de l'eau. Nous allons accueillir Margot qui nous appelle depuis le Cameroun. Margot, bonjour. Bonjour Afrique Média, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour à tous les hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre et permettent que l'Afrique puisse nous écouter. Bonjour à M. André-Christophe Fanga et merci une fois de plus d'être là très tôt ce matin pour nous apporter des éclairages sur ce sommet. Madame Dimala, vous posez la question de savoir quels sont les enjeux et les attentes des Africains vis-à-vis de ce sommet qui se tient sur notre territoire. En ce qui me concerne, je voudrais d'abord que ces hommes d'État-là, que ces présidents-là s'accordent sur le fait que nous sommes une famille et que la libre circulation tant vantée et tant décriée ou alors appelée de tous les vœux par les Africains de cette région du continent doit être mis sur pied. Parce qu'il y a encore des pays qui sont un peu réticents. Nous avons par exemple la Guinée équatoriale, dont on félicite bien le développement, et nous avons le Gabon, parce que le Cameroun est le seul pays dans cette zone-là qui accueille n'importe qui et qui accueille tout le monde. Donc il faudrait que ces patriarches-là s'accordent sur le fait que ces barrières douanières-là doivent être levées. Nous avons aussi ce problème de transport, parce que nous côtoyons un peu les hommes qui conduisent les camions, qui se plaignent du fait qu'ici, dans notre pays, au Cameroun, il y a des contrôles à tous les coins de rue pour empêcher à ces transporteurs-là de faire écouler leurs marchandises dans la sous-région. Donc, toutes ces choses-là doivent être mises sur pied. Mais le plus grand enjeu, Madame Dimala, ce qui interpelle tous les Africains, quel que soit leur bord ou alors quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, c'est cette histoire de franc CFA, cette monnaie coloniale qui empêche effectivement l'Afrique de pouvoir prendre son envol. Nous aimerons que ces présidents-là débattent sur cette monnaie-là, débattent sur l'avenir de ce franc CFA-là. Et le débat ne doit pas être de ce que nous allons faire de cette monnaie. Il faut simplement trouver comment sortir et bâtir, créer une monnaie unique, une monnaie pour l'Afrique centrale, ou à défaut que chaque pays se mette déjà d'abord de son côté pour pouvoir créer une monnaie qui pourront harmoniser dans les années à venir. Ça, c'est mon souhait, Madame Dimala. Mais comme votre équipe est en train de couvrir les événements de ce côté-là, nous espérons que vous nous direz vraiment avec sincérité tous ces présidents-là qui refusent
qui boycottent ou alors qui collaborent encore avec le colon pour pouvoir maintenir les Africains dans ce sous-développement dans lequel nous sommes. Donc, je vous encourage pour tout ce que vous faites, Madame Dimala, et toute votre équipe. Surtout, passez mon bonjour à toutes les autres femmes qu'on ne voit plus sur les plateaux d'Afrique Média. Et un très bon week-end à vous. Merci à vous, Monsieur Christophe Fanga, et à tous les Africains qui nous écoutent en ce moment. Bonne continuation. Merci à vous, Margot, pour cette participation ce matin. On aura tout le condensé de l'actualité sur ce sommet extraordinaire de la CIMAC qui se passe du côté de Yaoundé. On reste au standard. On accueille un autre téléspectateur au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Dimala. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonjour, Madame Dimala. Je salue tout le peuple camerounais. Vraiment, je suis très content pour ce sommet qui doit avoir lieu, comment dirais-je, je crois du côté de Yaoundé. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils n'auront pas parlé des vrais problèmes qui doivent être sur la table, comme le problème du franc CFA. Vous allez voir qu'ils vont aller sur le bas parler que de l'intégration entre eux et puis c'est terminé. Alors que le vrai problème, c'est le problème du franc CFA. Et après, on viendra accuser le pauvre Ouattara, que c'est Alassane Ouattara, chaque fois qu'il ne veut pas parler des vrais problèmes, tel que votre panéliste qui est avec vous tout le temps en train d'insulter le pauvre Ouattara. Donc, j'aimerais qu'il change. J'aimerais qu'il change ses propos. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ici, vraiment, on vit bien, on est à l'aise. Ouattara, il travaille pour nous ici. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vraiment, Monsieur, merci beaucoup, madame, pour votre démocratie. Nous allons demander à nos téléspectateurs de réagir sur le sujet qui est posé sur la table de nos échanges et éviter tout autre sujet qui ne concerne pas le sujet d'actualité sur lequel nous sommes en train de débattre ce matin. Un autre téléspectateur au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Monsieur, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô, c'est Monsieur Abou depuis le Burkina Faso. Allô? Monsieur Abou, on vous écoute. Allô? Ok, vraiment, bonjour Madame Dibala. Bonjour Monsieur Christophe Fanga. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vraiment, je suis très content du sommet qui se passe présentement à Yaoundé, au Cameroun. Il faudrait que M. Paul Biya, qui est en train de partir à la touche, vraiment, je voudrais que M. Paul Biya sorte par la grande porte. Il a une opportunité de rentrer dans l'histoire du Cameroun et l'histoire de l'Afrique. Vous savez, ce qui se passe en Afrique centrale, là, ça se joue aussi en Afrique de l'Ouest. Une fois que M. Biya, l'Afrique centrale va prendre une décision pour quitter définitivement dans le franc CFA, là, ça va se répercuter automatiquement sur l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, là, M. Roch Christian Kaboré, le président burkinabé, là, et puis le président nigérien, ils sont déjà prêts pour sortir. Et le Nigeria a déjà fait une pression sur le Bénin, et le Bénin est en train de céder. Donc, une fois que M. Biya va implanter le décor, je suis sûr que toute l'Afrique serait libérée. Et ça part de là. Je vous assure, ça part du Cameroun. Si M. Paul Biya essaie de sortir honorablement dans ce franc CFA-là, je vous assure que même au Cameroun, tout le monde va l'acclamer et ça serait vraiment une sortie par la grande porte. Je vous remercie et vraiment je remercie M. Christophe Fanga. N'écoutez pas ceux qui appellent pour supporter M. Alassane Ouattara là. Nous, on en a marre. On ne défend pas des individus. Nous défendons une cause commune. S'ils faisaient des actes vraiment concrets pour l'avenir de cette Afrique-là, on allait les supporter. Merci beaucoup. Nous n'allons pas laisser ce débat s'imposer ce matin. Merci. Votre message est passé. Merci, Monsieur Abou, depuis le Burkina Faso, pour votre fidélité et votre participation ce matin. On prend un dernier téléspectateur avant de prendre la prochaine revue de presse ce matin. Allô, bonjour.
Est-ce que nous avons un téléspectateur à l'antenne? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je vous remercie. Et je remercie les chefs du CAP ce sommet. Et je tiens encore à vous rappeler que vraiment vous faites tellement de bon travail que je ne sais pas comment vous remercier. Mais il y a un monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure. Je n'ai pas pu avoir son nom parce que je vous prends en ligne. Et il dit, bon, M. Alassane Ouattara, il fait du bon travail. S'il ne connaît pas véritablement le problème des Ivoiriens, qui se taisent, nous, on va régler. Il y a deux présidents en Afrique qui disent que le franc CFA est bon. Il y a notre président et il y a Macky Sall. Donc, s'il ne connaît pas le problème véritablement des Ivoiriens qui se taisent, ok, on en a marre de ce président, il ne fait pas du travail pour les Ivoiriens. Il travaille pour le nom de la France. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Et vous remercier pour votre émission et bonne continuation. Merci à vous. Merci pour votre participation. Décidément, nous n'allons pas laisser ce débat s'imposer ce matin. Il ne s'agit pas de cela. La ligne rouge se poursuit alors que nous entamons la dernière ligne droite de cette autre édition de votre matinale informative ce matin. Où on parle de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé qui s'ouvre dans quelques minutes seulement du côté de la capitale camerounaise. Le sommet de la CEMAC dont nous abordons les enjeux ce matin avec notre invité André-Christelle Fonga. On fait à la fois le tour sur les enjeux sécuritaires qui seront posés sur la table des échanges des chefs d'État, les enjeux économiques désormais avec la monnaie, le franc CFA. Ce débat sera sur la table des chefs d'État, l'avenir du franc CFA pour ce qui est de la communauté économique de l'Afrique centrale. Il sera donc question de revoir justement cette monnaie, notamment la question des réformes qui a déjà été débattue du côté de la France et également le pas marqué par les homologues présidents de l'Afrique de l'Ouest avec notamment la monnaie ECO qui rentrera en vigueur d'ici l'année 2020. On parlera également de la question de la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale et évidemment la grande question, celle du financement de la CEMAC, dont notre invité André-Christelle Fonga nous parlait des mécanismes aujourd'hui et quelles sont encore les attentes des Africains quant à l'autofinancement désormais de l'institution sous-régionale qu'est la CEMAC. André-Christelle Fonga, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les pays, les États africains, à côté des partenaires aujourd'hui tels que la Russie et la Chine que vous avez mentionné tout à l'heure, pourrait être accompagné notamment dans le cadre de ce financement, mais que ce financement ne soit pas contraignant comme celui fait par l'Europe? Première des choses, la sous-région est sous le diktat du FMI et la Banque mondiale. Parce que le FMI n'a pas permis véritablement à nos États de se développer. Parce que les méthodes contraignantes de FMI ont plombé nos États. Exactement. Et en dehors du FMI, vous avez la Banque mondiale. Et en dehors de la Banque mondiale, vous avez ces problèmes de monnaie. Et les accords. Et les accords secrets, ou bien que tout le monde connaît aujourd'hui, parce que ce n'est plus secret. Nous avons fait un travail de fond là-dessus, où nous avons présenté aux Africains. Certains d'entre eux qui devraient prendre terme. Et bien sûr. En cette année. Ça prend fin cette année, donc c'est normal qu'aujourd'hui, vous voyez cette agitation, même insécurité dans nos États. Oui. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de franchir le grand pas. Oui. Et ce grand pas-là doit être franchi. Et je pense que aussi, ce sommet de Yaoundé aussi peut concerner ces accords-là. Est-ce qu'il faut les renouveler? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut retrouver de nouveaux partenaires? Et vous avez cité les nouveaux partenaires qui sont en train de s'intéresser à notre sous-région, s'intéresser à nous en réalité pour nous dire, ben, si vous avez un mauvais partenaire comme celui-là, venez chez nous, nous on va vous aider à nous. Et d'ailleurs, parce que la Russie n'a jamais colonisé un État africain. Vous comprenez pas? Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il vient avec un regard de partenaire. Il ne vient pas avec le regard paternel, ou bien de quelqu'un d'un chien fouettard, ou bien d'un père fouettard. Cela a été mentionné d'ailleurs à Sochi. Voilà, exactement. Donc Afrique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes parce qu'on a eu des mauvais partenaires. On a eu des personnes qui n'ont pas permis notre développement. Vous savez qu'eux, ils se développent sur notre dos. Parce que nous ne pouvons pas être aussi riches et aussi pauvres.
Ça, c'est incroyable, c'est même impensable. Vous avez une sous-région à elle seule qui fait beaucoup de milliards et de milliards et de milliards de dollars. Mais qu'aujourd'hui, parce que quand vous regardez seulement, pourquoi la guerre de Bakassi, pourquoi la guerre dans le nord et le sud-ouest, c'est pour le contrôle de la presqu'île Bakassi qui regorge exactement assez de richesses assez importantes et qu'aujourd'hui, chaque État essaie de se battre pour prendre le contrôle. En dehors des richesses, maintenant, la position stratégique de cette presqu'île-là, de cet endroit-là dans le golfe de Guinée. Donc, nous avons des problèmes parce qu'en réalité, dans la carte mondiale, nous avons une position assez importante. Nous avons de l'eau, nous avons le fleuve, nous avons l'affluent, nous avons tout ce qu'il y a de nécessaire pour le vécu du monde. Donc, en réalité, c'est pour ça que tous les États du monde peuvent se retourner vers la sous-région Afrique centrale et particulièrement le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, vous allez retrouver qu'il y a énormément de ressources. Et ces ressources-là, aujourd'hui, ne sont pas exploitées. Parce qu'il faut se le dire, le Cameroun n'a même pas encore amorcé 30% d'exploitation de ses ressources, que ce soit pétrolifère. Vous savez que dans la zone du littoral... Très bien, André Kissé-Fanga, le direct oblige. Hein, nous allons prendre ces images exclusives donc, qui nous viennent du côté de Yaoundé avec la couverture voilà, d'Afrique Média de ce côté-là et de nos partenaires également du côté de Yaoundé avec la réalisation, si on pourrait avoir les images en plein écran et puis débriefer dessus les images en plein écran. La réalisation, je vous en prie, vous nous enlevez en fenêtre pour que nous puissions davantage échanger sur ces images en direct depuis la capitale camerounaise à Yaoundé de cette ouverture du sommet de la CEMAC qui va donc s'ouvrir solennellement avec le discours du chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. On vous relira encore le menu de cette journée, de quoi il sera exactement question, on le sait déjà, André Kissé-Fanga, le discours du chef de l'État qui sera, on l'attend, il sera certainement évocateur. À la fois, il pourrait peut-être de manière superficielle nous dire déjà de quoi est-ce qu'il pourrait parler avec ses homologues. Et puis les huis clos, au sorti de ces huis clos, quelles pourraient être les attentes aujourd'hui de vous, aujourd'hui qui êtes à la fois homme de presse et observateur de la scène? Alors, les attentes sont claires dans notre sous-région, la libre circulation. Il faut un discours ou bien il faut des résolutions fermes pour la libre circulation dans notre zone. Parce que nous ne pouvons pas nous développer si nous ne sommes pas unis, si nous ne pouvons pas échanger entre nous. Créer d'abord ce marché sous-régional qui va permettre que le grand marché international ou bien africain continental puisse se mettre en place. Donc, il faut l'ouverture des frontières. Il faut commercer entre nous. Il faut échanger entre nous. L'échange, que ça soit économique, l'échange de tout le reste qu'il faut. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin d'une déclaration ferme du président de la République, parce que c'est lui le président en exercice de la CEMAC, du président Paul Biya, qu'à partir de maintenant, la CEMAC crée sa propre monnaie. Donc nous sortons du franc CFA. Et qu'aujourd'hui, toutes les ressources qui se trouvent dans le trésor français reviennent à la Banque centrale. Donc nous pensons que c'est une déclaration que nous pouvons attendre. Nous pouvons attendre aussi une déclaration assez importante par rapport à la libre circulation en dehors du passeport CEMAC. Qu'aujourd'hui, on abolit ce passeport CEMAC et qu'aujourd'hui, on peut circuler rien qu'avec la carte d'identité dans notre zone CEMAC. Et l'uniformisation de ces services de sécurité à nos frontières, que ce soit douaniers ou bien policières dans nos frontières. Donc, il y a des déclarations assez importantes. On a un discours du chef de l'État qui est très attendu. Et nous savons qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on en a marre des discours. On veut des actions concrètes qui peuvent nous permettre d'avoir de nous projeter et de savoir que oui, ils ont compris le mal-être de nos États. Ils ont compris, d'ailleurs même, les États-Unis sont forts parce qu'ils ont réussi à briser les barrières des États. Ils se sont formés parce qu'il y avait des différents États. Ils se sont mis ensemble aujourd'hui pour former les États-Unis. Si aujourd'hui, nous seulement dans la zone CEMAC, nous pouvons nous mettre ensemble pour former un État fort,
un État qui va nous permettre, un État fédéré qui va nous permettre d'amorcer notre développement. Parce que ça ne sert à rien d'aller comme des petits poussins à ce niveau. La Guinée équatoriale a son potentiel, le Cameroun a son potentiel, le Tchad a son potentiel, la Centrafrique et tout le reste. Tout le monde a un potentiel. Et si nous ne nous mettons pas tous ensemble de manière concertée, de manière unie, de manière uniforme pour arriver au résultat, la seule chose qui est uniforme, c'est seulement les actes OADA qui ne profitent pas aux Africains, qui profitent aux multinationales et tout le reste. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des actes uniformes douanières. Nous avons besoin des actes uniformes policiers. Nous avons des actes uniformes sécuritaires, des actes uniformes dans tous les domaines et dans tous les aspects de notre société. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous voulons voir les choses aller de progrès en progrès. Nous voulons voir des choses se développer. Alors que si nous laissons notre sous-région vivre chacun son expérience ou bien aller à la bataille seul. Nous avons vu par exemple la mutualisation des forces pour lutter contre Boko Haram, les résultats que ça a produit. Nous avons vu le président Idriss Déby lui-même, nous avons vu le président Paul Biya et les autres chefs d'État qui se sont mis ensemble, qui ont décidé de défendre les États parce qu'en réalité, si le président Idriss Déby ne serait pas entré dans la bataille contre Boko Haram, le Tchad serait dans les difficultés économiques de ravitaillement parce que tout le corridor était déjà coupé sur le logo des Chari et tout le reste, sur Kousseri et tout le reste. Donc, il fallait intervenir véritablement. Aujourd'hui, nous avons vu le corridor a repris le fonctionnement. Ce n'est pas encore assez harmonieux ou bien important, mais je pense qu'aujourd'hui, ça commence à y aller. Donc, nous pensons que notre sous-région, le président de la République du Cameroun, va faire un discours et dans le huis clos, que des résolutions assez importantes vont sortir de là. Merci encore, André Christelle Fonga. On va prendre dans quelques instants ces images donc exclusives, plutôt de la télévision, radio-télévision nationale camerounaise avec laquelle on vivra donc ces moments inédits et exclusifs de cette rencontre exceptionnelle. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le sommet extraordinaire de Yaoundé, qui tablera donc sur ces points essentiels abordés avec vous ici sur ce plateau. André Christelle Fonga, et merci encore pour toute cette belle analyse ce matin. On parlera notamment de sécurité, et entre autres, on parlera de la libre circulation sur laquelle vous avez également insisté ce matin, André Christelle Fonga, qui est une des attentes fortes de la population de la sous-région centrale africaine. Et puis la question monétaire, on peut d'ailleurs voir tout de suite à l'image le président de la Banque africaine de développement qui est présent dans le cadre de ce sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé, des institutions financières qui sont donc attendues, les chefs d'État qui sont déjà présents, les hauts grades de la fonction publique qui sont également là pour justement accompagner cette autre édition du sommet extraordinaire de la CEMAC. C'est avec donc cette arrivée solennelle des chefs d'État et de hautes personnalités, notamment de la République et de la sous-région et même de l'Afrique qui sont donc présents. On va écouter tout à l'heure le discours du chef de l'État camerounais, un discours très attendu, pratiquement 3 ans après le précédent sommet de la CEMAC à N'Djamena au Tchad. Le prochain se tient donc à Yaoundé et coïncide avec la présidence du Cameroun à cette institution sous-régionale, le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, va donc ouvrir solennellement les travaux dans quelques minutes seulement du côté de Yaoundé. Et puis s'en suivront donc les huis clos sur les débats, les sujets que nous avons abordés ici sur ce plateau dans le cadre de cette édition de la matinale. Et ensuite, les rapports finaux donc des travaux qui ont été des concertations qui se sont donc tenues en milieu donc de cette matinée. On aura les détails et tous les contenus, les images exclusives avec nos envoyés spéciaux
également, qui nous feront également des reportages et les papiers de tout ce qui s'est passé du côté de Yaoundé à l'occasion donc de cette rencontre et en particulier de cette journée décisive dans le cadre de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC à l'occasion de ce sommet extraordinaire. On va une nouvelle fois vous présenter le programme de cette journée de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, en rappelant évidemment que hier on a assisté à l'arrivée du chef d'État, 3 présidents présents et chef de gouvernement, le Premier ministre gabonais qui était déjà présent, accueilli par le couple présidentiel, le président Paul Biya et Chantal Biya, avec un dîner offert au Palais de l'Unité par le président Paul Biya et la première dame Chantal Biya. Et pour cette journée, ils sont attendus, les personnalités et les chefs d'État, à partir de 9h30, très exactement, et à 9h55, l'arrivée protocolaire du chef d'État et de délégation au Palais de l'Unité. Ensuite, à 10h, cérémonie solennelle d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. S'en suivra le discours d'ouverture de son Excellence, le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Et ensuite, la suspension des travaux, comme on le disait tout à l'heure, à huis clos. Et enfin, la photo de famille. Et puis, à 10h30, le huis clos qui s'ouvrira une nouvelle fois, cette fois-ci en formule 1+4. Et puis, en introduction, son Excellence, le président de la République, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC. Les rapports des travaux du Conseil des ministres seront posés sur la table à partir de 10h30. Ils évalueront donc ce travail qui avait déjà été fait par les ministres des Finances qui se sont retrouvés pour préparer ainsi les dossiers qui seront abordés par les chefs d'État André Christelle Fonga. Et ensuite, toujours dans le cadre de ce programme pour cette journée de vendredi, échange entre les chefs d'État et de délégation, adoption et lecture du communiqué final et enfin discours de clôture. On assistera quand même aux environs de 12h à la fin des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et ensuite, le départ des chefs d'État et des délégations qui se fera également. Voilà, on reprendra en duplex Yaoundé avec les images de la télévision nationale. Le temps pour nous de revenir et donner la parole à notre invité pour votre dernière analyse ce matin, André Christelle Fonga, avant de sortir. Je pense que il est très urgent et très important que nous amorçons notre libération. Vous savez, quand on parle de joug, le joug colonial, ça veut dire que c'est une malédiction. Quand on dit que vous êtes sur un joug, ça veut dire que vous êtes sur une malédiction. Et quand nous sommes sur cette malédiction, il n'y a que l'onction qui brise la malédiction. Et nous pensons que nous sommes dans notre tournant. Parce qu'après des années d'esclavage, les années de torture, les années de souffrance, il faut se libérer. Et je pense que nous sommes déjà assez conscients. Nous sommes quand même déjà à un niveau bien avancé dans le domaine économique, politique, informatique, tout le reste. Ça, c'est la chance de l'Afrique. Parce qu'eux, ils ont tout créé. Aujourd'hui, nous les utilisons. Donc, il faut que nous arrivions à nous libérer. Et je crois que ce sommet est d'une importance capitale pour nous. Parce qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Messieurs les chefs d'État, il ne faut pas attendre. Il faut sortir de ce franc CFA. Il faut sortir de ce joug avec le manque d'intégration. Il faut commercer ensemble, il faut mettre toutes les batteries. Et l'une des dernières recommandations que je donne toujours, il faut que nous ayons notre révolution spirituelle. Parce que c'est la révolution spirituelle qui va amener notre libération naturelle. Parce que si nous n'avons pas de révolution spirituelle, c'est-à-dire
construire notre propre spiritualité sur des bases de la parole de Dieu ou bien de Dieu lui-même. Mais si nous continuons à fonctionner selon les enseignements tronqués de certains loges et tout le reste là, nous serons toujours sur ce joug-là. Donc, il faut se libérer, que ça soit spirituellement et naturellement, pour que nous puissions décoller. Et je pense que c'est ça qui nous attend à Yaoundé, notre libération totale. Merci à vous, André-Christophe Fanga, d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. C'est moi qui vous remercie, Victoire Dimala, et je crois que les couleurs harmonieuses nous ont permis d'éclairer la lanterne de nombreux Camerounais, voilà, Tchadiens, Guinéens et tout le reste là. Merci beaucoup. Merci bien, André-Christophe Fanga. On va donc vous permettre, chers téléspectateurs, de vivre en direct au travers de la télévision nationale camerounaise, donc l'ouverture solennelle de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Nous vous disons de passer un excellent moment, une agréable matinée en compagnie de votre télévision panafricaine Afrique Média. Mesdames, Messieurs, au revoir.